cette table ronde, mais je viens avec plaisir pour animer la seconde. Et la seconde, comme vous le voyez, ça va être avec deux PowerPoint, vous aussi, je crois. Oui, madame aussi. Donc voilà, alors, voilà. Donc d'abord, Xavier Richer va nous faire quelque chose sur l'eau-bord prix. C'est un drôle de cycle, mais j'ai bien compris que c'était une nouvelle route de la soie en Asie. Donc je vais laisser la parole à Xavier. Puis ensuite, on va parler de l'Afrique. Et puis ensuite de l'Europe avec vous, Madame Vanik, et vous, Monsieur Perrault, c'est ça. Donc vous avez chacun quoi, 20 minutes. Oui. Écoute, Xavier, bien. Avec une si belle image, on t'écoute et on te regarde. Bon, alors, donc j'ai vu cette image d'ailleurs dans le dessous, en Chine, dans le nord de la Chine, c'est là d'où démarre la route de la soie, et qui est censée arriver jusqu'à Duisbourg, mais aussi à Lyon et dans d'autres endroits. Alors, je voudrais présenter aujourd'hui quelques points de discussion sur cette route de la soie, disons dans un contexte différent, c'est-à-dire celui qu'on a entendu avec Julien Vercueil, qui a présenté une version nuancée de la mondialisation, enfin avec des points d'interrogation. L'autre point, c'est ce que j'appelle une mondialisation contrariée, fragmentée, donc qui répond un petit peu à ce qu'il disait tout à l'heure. Ensuite, la montée en puissance de la Chine s'accentue, donc pourquoi la Chine et comment elle entre dans ce processus et comment elle avance ses pions. Et puis, en accent sur justement les nouvelles routes de la soie et en s'interrogeant un peu sur la nature de cette route et les problèmes que ça pose. Alors j'irai très vite sur les premiers points, dans la mesure où on a déjà discuté, simplement en montrant que ce qui est nouveau, c'est la position des États-Unis, qui se retire un peu des accords internationaux. Donc on parlait tout à l'heure d'une mondialisation fragmentée, on voit peut-être régionalisée, et on voit que le retrait des États-Unis, des PTIP, et d'autres accords, notamment avec l'Asie, partenariat stratégique avec l'Asie, laisse un champ libre, disons, et ouvre des opportunités où des groupes de pays, de régions peuvent négocier entre elles sans les États-Unis. Je rappellerai aussi que les États-Unis, il y a aujourd'hui une remise en cause plus ou moins de NAFTA, qui a été, comment dire, un des premiers accords qui a été relativement positif, peut-être pas pour les États-Unis, mais pour des pays comme le Mexique, par exemple, qui fait un véritable décollage, etc. Et aujourd'hui, une remise en cause, puisqu'il y a un déficit croissant qui existe entre les États-Unis et, comment dire, le Mexique, notamment par le processus de délocalisation de nombreuses activités. Alors, je vais très rapidement là-dessus, simplement pour venir sur l'idée de l'émergence de la Chine et les autres briques. Là encore, on en a parlé tout à l'heure avec Julien, et donc j'irai très vite, simplement pour dire que la Chine, parmi les briques, on sait qu'il y a toute une discussion aujourd'hui sur savoir le contenu de ces briques. Un brique peut en cacher un autre. On s'aperçoit que finalement, c'est plutôt les pays asiatiques, l'Inde et la Chine qui émergent. Les autres, le Brésil a déjà décroché, la Russie est dans une longue stagnation, même s'il y a, comment dire, une légère reprise, etc. Mais on voit les géants asiatiques qui apparaissent, ce que Joël Leruet appelle des capitalismes non alignés, et avec donc de très fortes asymétries entre les pays. Et le problème qui, parmi ces pays, donc la Chine apparaît comme un des gagnants de ce processus, avec une très forte croissance, d'abord tirée par les exportations, par comment dire, l'accumulation de ressources qui permet ensuite de faire des rattrapages par le biais de coopération, d'innovation, par le biais de dépenses en recherche, développement, etc., mais aussi par une ouverture interne qui a été relativement importante qui a permis l'émergence de firmes non étatiques à côté des grandes firmes d'État qui elles-mêmes continuaient à être soutenues par, disons, le gouvernement central. Donc il y a toute une politique économique chinoise qui a été développée depuis une trentaine d'années et qui est à l'origine donc de cette montée en puissance et qui se traduit par un certain nombre de chiffres en termes de, comment dire, de la croissance du PIB, le rattrapage, donc les exportations, etc. Et même les dépenses d'innovation qui sont faites aujourd'hui en Chine. Je rappellerai qu'aujourd'hui, la Chine atteint un niveau qui se rapproche
celui des pays les plus élevés qui sont pratiqués par les grands pays occidentaux, le Japon, l'Europe, etc., et aussi par le biais de ces politiques de coopération et d'acquisition à l'étranger, elle cherche à acquérir des technologies de pointe qui lui permettent donc de nourrir son processus de croissance. Donc on a, si vous voulez, le problème de la Chine, quelle que soit l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que finalement, il y a, comment dire, une économie chinoise qui est aujourd'hui une des composantes de l'économie mondiale, pas simplement en termes de volume qu'on parlait tout à l'heure, de pourcentage, mais aussi d'une réalité, c'est-à-dire le passage d'une économie en développement, etc., vers une économie développée, mais qui est confrontée à toute une série de problèmes liés à celui de la croissance moyenne, donc le middle income trap, c'est-à-dire la croissance de revenus intermédiaires. Est-ce qu'on peut continuer à avoir le même rythme de croissance en ayant le même modèle, comment dire, d'exportation? Est-ce qu'il faut, comment dire, changer l'offre de produits d'exportation et comment se spécialiser, etc. Alors, c'est un peu dans ce contexte hein, d'une économie qui a cru depuis une trentaine d'années, qui s'est profondément modifiée, que l'on peut comprendre, que l'on peut analyser donc ce processus de croissance, tout en tenant compte des grands problèmes qui se posent à la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, on a un modèle de croissance qui va s'achever avec son modèle de croissance basé sur les exportations. Aujourd'hui, le coût du travail est plus élevé en Chine. Il y a une demande de produits chinois qui est plus, enfin disons, une demande mondiale qui fait appel à des produits plus élaborés. Et la Chine, avec les avantages qu'elle a pu réaliser, donc se pose en face d'une double question. Le problème, celui d'une croissance endogène, donc, qui serait basée sur la croissance domestique, c'est-à-dire répondre à une demande croissante au niveau domestique qui va répondre, disons, à l'accroissement du revenu d'une plus grande partie de la population, et aussi un modèle de croissance externe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va offrir au niveau mondial en sortant, disons, du modèle classique qui a fait son succès jusqu'ici. Alors, ça, c'est un problème très important, donc, qui explique les choix auxquels se trouve confrontée la Chine. Alors, c'est dans ce contexte, excusez-moi, je vais assez rapidement, que finalement s'articule le problème de la route de la soie. Alors, pour la petite histoire, j'ai entendu parler, moi, de la route de la soie quand j'étais à Hong Kong, j'enseignais à Hong Kong, puis un jour, il y a eu le fameux volcan islandais qui a explosé, et puis dans la presse, le journal de Hong Kong, j'ai lu, tiens, la Chine pense faire des trains qui pourraient aller en Europe. S'il y avait des trains, des TGV, qui pouvaient aller en Europe, eh bien on éviterait ces problèmes. Alors, bon, ça m'avait frappé, mais finalement, si on veut dater, enfin disons, moi, je ne suis pas un historien et je n'ai pas vu ça de très près, mais finalement, cette idée hein, de relier physiquement l'Asie à l'Europe, en partie, enfin disons, a connu a été évoqué à l'occasion de cette éruption volcanique qui a effectivement commencé à dater, disons, ce concept de bord, hein, d'une route et d'une ceinture et d'une route, et qui est aujourd'hui, depuis le mois dernier, rebaptisé, comment dire, ceinture, initiative, ceinture et route. Ceinture, c'est, comment dire, les chemins de fer et la route maritime, donc plusieurs façons de joindre l'Europe, et à partir de l'Europe aussi de joindre d'autres continents dont on parlera tout à l'heure. Alors en fait, derrière cette vision, ce concept, il y a plusieurs choses qui se manifestent. Le premier, il y a une dimension politique, cette montée en puissance de la Chine. Il y a aussi l'acquisition de la Chine de savoir-faire dans une série de domaines qu'elle peut exploiter. Donc, ce que j'appelle moi une théorie léniniste, à la limite, il y a des surcapacités qui ont été créées en Chine. Aujourd'hui, en Chine, vous avez dans toute une série de secteurs des surcapacités de production dans l'acier, dans le ciment, etc. Donc, il y a un savoir-faire aussi de construction de routes, comment dire, d'autoroutes, de chemins de fer, etc. Donc, il y a des compétences qui existent et qui
peuvent être et qui peuvent être mobilisés, donc ce que pensent les Chinois, peuvent être mobilisés pour, comment dire, conquérir des marchés et en même temps aussi, ça c'est l'autre aspect qui est géopolitique, géostratégique, qui est, comment dire, comment s'assurer l'approvisionnement de la Chine dans les matières premières. Bon, il faut bien voir que, par exemple, depuis, même avant le démarrage de la route de la soie, la Chine avait réussi à créer un système d'approvisionnement en matières premières, notamment de pétrole à partir du Kazakhstan, des produits provenant de Mongolie, etc. Donc, autour d'elle, d'organiser l'approvisionnement de la Chine en matières premières, en biens qui vont être exploités pour sa production industrielle. Donc on voit bien là aussi un problème de sécurité, d'approvisionnement en produits autour de la Chine. Donc les infrastructures qui existent sont au service de cette stratégie d'approvisionnement qui va, comment dire, se traduire donc par la construction de ces routes, de ces ponts, mais aussi qui va avoir des impacts stratégiques. Par exemple, on parlait de Sénégal, on parlait de la Birmanie, il y a le Pakistan, il y a toute une série de routes qui sont construites qui vont positionner la Chine dans des endroits où elle n'était pas ici et qui vont lui permettre d'atteindre, disons, des sources de communication nouvelles, donc qui sont à la fois en vue d'approvisionner le marché chinois, mais aussi qui vont avoir une approche, une portée stratégique. Alors, un autre aspect intéressant qu'il faut mentionner, je crois que c'est c'est j'ai oublié l'aspect. Oui, c'est le dégagement de financement spécifique que la Chine a été capable de dégager, où on estime aujourd'hui que la Chine a mis, a mis en place des financements qui s'approchent de 1 000 milliards de dollars, donc c'est une somme relativement importante, en vue de financer ces activités. Et ce qui est très important, au-delà des modes de financement, donc on va distinguer différents types de banques, des nouvelles banques que la Chine a créées, une banque asiatique, plus ou moins concurrente à la Banque mondiale, mais quand même complémentaire, la nouvelle banque de développement des BRIC, mais aussi des fonds spécifiques, des fonds BRI, des fonds au bord, donc alimentés par les finances chinoises, et en particulier par des banques politiques, ce qu'on appelle des banques politiques en Chine. Donc ce sont par exemple des banques comme la China Development Bank ou bien la Banque d'Export-Import, qui sont des banques politiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont au service, disons, du centre qui décide, notamment pour des investissements soit locaux, mais soit aussi internationaux, de sortir des lignes de crédit spécifiques, souvent à des niveaux, à des taux d'intérêt très bas. Et aussi, et c'est ça, c'est un des gros problèmes qui se posent aujourd'hui, dont la faisabilité des investissements ne sont pas toujours faits comme ceux que l'on fabrique et que l'on réalise chez nous. Alors, en fait, on se rend compte que cette volonté de BRI, enfin de créer cette nouvelle ceinture, donc s'inscrit dans un premier projet qui a été celui de Going Global, c'est-à-dire finalement s'externaliser. Donc on a une économie chinoise qui croît, et puis elle accumule des compétences, des capitaux, etc. Et elle s'ouvre. Donc il y a un phénomène très intéressant, parce que si on regarde l'évolution des grands pays au XIXe siècle, au XXe siècle, ils se sont tous, comment dire, développés par le biais de l'ouverture. Donc, à l'exception de l'URSS étant un des seuls pays, parce que c'était une économie autarcique, mais si on prend les grands pays industrialisés, il y a des degrés, il y a des dépendances vis-à-vis de l'extérieur qui sont à la fois peut-être liées à la volonté de domination, d'une part, mais aussi qui sont liées aux nécessités économiques, donc de l'ouverture. Alors, il y a aussi cette volonté, comment dire, de s'inscrire dans
parmi des pays ou dans des zones économiques qui sont en forte croissance. Hein. On a parlé des BRICS, etc. Donc on a une très forte croissance asiatique, et bien il y a une nécessité d'être présent dans cette, comment dire, dans cette région. Il y a aussi un autre facteur qui est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait de s'internationaliser permet en même temps à des firmes chinoises de se moderniser, de se restructurer. Donc un des gros problèmes, et on n'a pas le temps d'en discuter ici, c'est que la croissance chinoise au niveau domestique se fait en grande partie par des gaspillages relativement importants d'investissement. C'est-à-dire on va créer des surcapacités, on va, comment dire, endetter les firmes, etc. Et donc, plutôt que de fermer des entreprises, parce que c'est extrêmement difficile de fermer des entreprises, dans la mesure où en Chine, il y a un problème entre l'État et les provinces, il y a ce qu'on appelle le totalitarisme fragmenté, c'est-à-dire le fait que les provinces, eh bien, elles agissent comme l'État, elles vont développer aussi leurs propres industries, etc. Donc on se rend compte qu'il y a des surcapacités, et le moyen d'utiliser ces surcapacités, ce n'est pas de les fermer, de les détruire, mais c'est aussi en leur trouvant des débouchés et en leur permettant d'agir. Enfin, il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est le désenclavement des provinces de l'ouest de la Chine, hein, le Xinjiang et d'autres régions du nord de la Chine, le nord-ouest, qui sont sous-développées, et on arrive à une situation paradoxale parce qu'on va se rendre compte, par exemple, que les investisseurs privés ou non étatiques qui sont en Serbie, ce sont des gens qui viennent du Xinjiang, qui viennent du Guangzhou, etc. Mais si on regarde de près, on se rend compte que comme ces provinces n'ont pas suffisamment de moyens de le faire, ce sont souvent les firmes de Canton ou de Shanghai qui soutiennent les firmes des provinces les moins développées pour que celles-ci puissent aller investir en Serbie, etc. Donc c'est une approche typique chinoise, etc. Alors il y a un dernier point aussi qui a été mentionné, c'est la possibilité pour la Chine d'internationaliser le RMB, la monnaie chinoise, bon, qui se développe, mais on peut dire que ici, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Il peut y avoir des transactions qui sont réalisées, des paiements qui sont réalisés en RMB, mais le RMB ne devient pas, ou difficilement, est à la peine pour devenir une monnaie internationale. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, on voit ici, c'est que finalement, les pays au bord qui sont touchés qui sont concernés par ce projet, représentent une part non négligeable du PIB mondial. Donc, on voit par exemple que les pays traversés, c'est 46%, enfin, disons, on voit la part de l'Inde, de la Russie, de l'Indonésie, etc., hein, dans ce projet. Donc, ce sont des pays qui ont des potentiels de croissance relativement importants. Mais ce qui est important aussi, qui est problématique et pour l'avenir de la Chine, c'est le fait que finalement, et je vais en revenir tout à l'heure, ça pose des problèmes en termes de coopération. Donc, est-ce qu'il y a un pays gagnant-gagnant ou bien est-ce qu'il y a un gagnant et des perdants? C'est clair que, par exemple, si on considère, on n'aura pas le temps d'en parler ici, mais si on considère par exemple les liens entre la Chine et la Russie aujourd'hui, on a eu au Maroc là, récemment avec Bruno Petigno, on était dans un colloque où les Russes ont quasiment sauté au plafond lorsque on a parlé d'asservissement de la Russie par la Chine. Donc les gens disent mais non, on coopère, etc. Mais on voit bien que lorsque la Chine traverse le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, tous ces pays-là, et investit, on voit une polarisation très forte qui va se faire autour de la Chine. Alors que les pays en question, avec la Russie, sont engagés dans une nouvelle entité économique, l'Union eurasiatique, et qui est à la peine puisque la Russie elle-même est en partie dépendante des investissements russes pour le développement de certaines parties de l'Est et de la Sibérie, etc. Donc on voit bien l'impact que peut avoir cet abord. Même chose avec l'Inde. On l'a vu avec le Cachemire cet été, avec, disons, la frontière. Pourquoi? Parce qu'il y a des investissements chinois qui passent trop près de la frontière de l'Inde.
En même temps, l'Inde, qui participe à la nouvelle banque de développement, voit d'un mauvais œil qu'une partie de ce financement va servir à financer des investissements chinois qui vont passer au Pakistan, alors que le Pakistan est loin d'être un ami de l'Inde, etc. Donc on voit bien les contraintes stratégiques. Et en ce qui concerne le Pakistan est déjà plus ou moins asservi à la Russie, à la Chine. On considère qu'une grande partie des investissements qui sont réalisés dans le cas de Obor par la Chine au Pakistan sont ce qu'on appelle en économie des coûts irrécupérables, c'est-à-dire que c'est à perte. C'est à perte, enfin perte sur le plan financier, peut-être pas perte sur le plan géostratégique, parce que la Chine va avoir un pied au Pakistan, mais le revenu financier, enfin les retours sur investissement liés à ces investissements vont être très faibles. Alors, autre chose aussi, si on pense au Vietnam, si on pense à d'autres pays, on voit la susceptibilité de certains pays qui vont être passants. Alors, autre chose aussi qui est... Alors, évidemment, il y a des aspects extrêmement positifs. C'est sûr que pour des pays qui n'ont pas d'accès à la mer, le fait d'être reliés par des lignes ferroviaires, etc., c'est un avantage si on pense au Kazakhstan, etc. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est très important, c'est le fait que, et c'est ça qui crée un peu ce sentiment de crainte parmi certains pays, c'est que les 1000 milliards dont on parlait tout à l'heure, en grande partie, sont concernés et concernent la Chine. Les firmes chinoises qui vont opérer dans la fabrication, par exemple, en Serbie, en Europe centrale, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, 75%, quand il y a un contrat de construction d'autoroute, par exemple, 75% revient à des firmes chinoises, et le reste pour des contractants locaux. Donc on voit bien le lien qu'il y a entre, finalement, on aide des grands groupes chinois à aller vers l'extérieur avec des financements chinois. D'accord ? Alors, autre chose aussi très importante, c'est que à travers évidemment, les Chinois raisonnent non pas à court terme, mais à moyen et long terme. C'est évident que la rentabilité de ce type d'investissement, peut-être qu'il va y avoir des investissements perdants dans certains endroits, mais par contre, c'est sûr qu'à terme, ça crée des débouchés, ça crée des parcs industriels, ça peut créer, comment dire, des éléments de croissance avec des effets d'externalisation positive pour les pays qui vont être récepteurs. Enfin, dernière chose, c'est que, oui, comme je disais tout à l'heure, la plupart des opérateurs dans ce domaine vont être des firmes chinoises. Alors, très rapidement encore, donc, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que finalement, la route de la soie, elle est longue. Elle est longue. Et ce que je vais montrer tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir des routes proches, entre guillemets, qui vont être assez stratégiques. Si on pense la Chine dans l'Europe, dans l'Asie centrale, donc l'accès à des pays comme le Kazakhstan, etc., y compris certaines parties de la Russie. Mais par contre, cette route va jusqu'en Europe. Alors, ça sera la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire, finalement, et en Europe, principalement en Europe du Sud-Est, en Europe de l'Est et du Sud-Est. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, et ça fera peut-être la transition avec l'exposé que fera Katia Vanni tout à l'heure, c'est finalement, on arrive en Europe et quelle va être la relation entre l'Europe et la Chine. Alors, je vais m'intéresser donc à un aspect qui va être celui de la présence chinoise en Europe, et je vais aller vite parce que je pense que le temps passe. Simplement, ce point, l'Europe va être, 16 plus 1, c'est ça, va être donc un segment de la route. Alors on dit que tous les chemins mènent à Rome. Là, en l'occurrence, les chemins, disons, empruntés par la Chine mènent à plusieurs endroits en Europe, par le nord et par le sud, avec plusieurs choses très intéressantes. Une première question, c'est pourquoi la route de la soie arrive en Europe et qu'est-ce qu'elle va faire en chemin en passant par des pays comme la Pologne, la Tchéquie, la Serbie, etc.
Alors, en fait, l'Europe de l'Ouest apparaît comme un débouché naturel, entre guillemets, pas simplement parce que c'est l'ancienne route de la soie, mais aussi parce qu'il y a, comment dire, des ressources, des échanges. Si on regarde les échanges entre la Chine et l'Europe, ce sont les principaux pays qui font des échanges supérieurs aux États-Unis, d'une part, et aussi avec un échange déséquilibré, puisque en grande partie, les États-Unis, l'Europe, la Chine exporte des produits manufacturés, disons, de moyenne inférieure, valeur ajoutée inférieure. Et un des grands problèmes que pose ce train, c'est que les trains reviennent aujourd'hui à vide. Donc, lorsque vous faites des trains, c'est un actif physique, mais il doit être utilisé pour être utilisé de manière optimale. Il faut qu'il soit rentré entre les deux. Mais en fin de compte, ça c'est un premier point. Deuxième point, qui est, on peut entrer en Europe par différentes voies, par le nord, par le sud. Donc on a une première route qui va passer par le nord, la Russie, Bélarussie et Pologne, et ensuite aller en Allemagne, pour ensuite se disperser vers d'autres pays. On a même vu des trains chinois arriver à Londres, à Lyon, etc. Et puis on va avoir une route par le sud qui va rejoindre la route maritime, en quelque sorte la sortie du canal de Suez, mais qui va rejoindre également une route qui va traverser la Turquie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la route qui va traverser la Turquie, elle va éviter la Russie. Donc on peut arriver par le train en Europe, pas nécessairement en passant par la Russie, qui peut être un risque géopolitique, mais aussi qui est une contrainte technique, parce que passer par la Russie, Kazakhstan, etc., impose à la Chine de changer, disons, de dimension, de jauge, etc. Et disons que si on passe par l'Azerbaïdjan, etc., on peut échapper à ces contraintes. Donc on voit bien cette stratégie chinoise de mettre les œufs dans différents paniers et d'avoir éventuellement un port pour arriver au Pirée, en Grèce, mais aussi pour arriver en Bulgarie ou en Turquie, qui peuvent être des ports alternatifs ou complémentaires à cette arrivée. Alors, premier point, qui est différents chemins pour, ce que je disais tout à l'heure, tous les chemins mènent à Rome, mais Rome n'est plus dans Rome, comme on sait, et finalement, on peut arriver en Europe par différents points. Autre chose, pourquoi l'Europe, pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle au 16+1, dont je prends cet exemple, c'est assez intéressant, alors que ces pays sont membres de l'Union européenne, 11 d'entre eux sont membres de l'Union européenne, 5 d'entre eux utilisent l'euro, 5 autres sont des pays qui sont en voie d'accession, l'ancienne Yougoslavie, enfin disons que c'est un pays, Monténégro, etc. Et donc on a un ensemble dans lequel on ne va pas trouver la Grèce. Donc ça concerne principalement les anciens pays socialistes, soit servis à l'Union soviétique, soit socialisme autonome, type yougoslave ou albanais. Alors ça c'est un premier point. Deuxième point, quel est l'intérêt pour la Chine d'arriver dans ce secteur? Est-ce que c'est une voie de passage ou bien un ancrage économique? Voie de passage peut-être, parce que finalement on peut accéder au marché européen. Autre chose très intéressante, la Chine prend acte du fait que dans les relations qui existent aujourd'hui entre l'Union européenne d'un côté et les pays du sud de l'Europe, eh bien il y a des avantages en termes d'infrastructure. Donc si on prend les plans, les programmes d'investissement, on voit que les régions justement de Croatie, de Serbie, etc., sont y compris de Roumanie, etc., sont sous-équipées en termes d'infrastructure. Donc on ne peut pas avoir un processus d'intégration si les infrastructures ne sont pas là. Or, qui fait les infrastructures aujourd'hui? Ce sont les Chinois, ce ne sont pas les Européens. Les Européens ont mis récemment au sommet de Trieste un plan d'aménagement de structure, mais qui reste relativement en deçà de ce que les Chinois vont faire. Troisième point qui est assez intéressant, avec la présence chinoise pour la construction de ponts, de routes, de ports, de chemins de fer, eh bien, on a l'exemple de ce concept élimiste que je parlais tout à l'heure, à savoir, c'est un débouché. Un débouché, pourquoi? Parce qu'on va construire, on a de l'argent qui vient de l'État, donc évidemment les banques politiques que j'ai mentionné tout à l'heure, et on va construire
des routes, on va construire ces ports, sans nécessairement les exploiter par après. Hein, les exploiter. Donc c'est une prestation de service, un peu comme la construction de la grande mosquée d'Alger. Donc on y va et on réalise un service, mais après on se retire. Donc il n'y a pas de serment, disons, une tentative de rester sur place. D'accord ? Et autre chose assez intéressante, dans cette région, il va y avoir aussi une tentative d'implantation de deux types, soit pour être proche des marchés de l'Est, mais on arrive un peu de l'Ouest, mais on arrive un peu tard, parce que tout a été vendu. Hein. Ces pays de l'Est européens sont ce qu'on appelle des capitalismes dépendants. Hein. Aujourd'hui, ce sont des économies, c'était socialiste voilà 30 ans, mais aujourd'hui elles sont capitalistes, mais dépendants, c'est-à-dire elles dépendent de l'Union des 15, elles dépendent de l'Union européenne. La majeure partie des investissements sont faits dans les pays européens, l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, c'est l'Interland allemand. Donc on voit bien une très forte, disons, présence occidentale, mais, disons, la Chine vient prendre les restes, entre guillemets, soit des centrales nucléaires en Roumanie, soit des centrales de charbon en Bosnie-Herzégovine, soit, disons, de la sidérurgie ou la pétrochimie en Hongrie, dont aucun investisseur occidental n'avait voulu, soit encore, disons, la sidérurgie en Serbie, etc. Donc, volonté, investissement, mais dans des secteurs qui sont loin d'être porteurs. Et enfin, peut-être, recherche de création de chaînes de valeur régionales à travers des investissements, par exemple, dans l'électronique, etc., ou même dans l'automobile, puisqu'on trouve des investissements chinois, à la fois dans les batteries électriques en Croatie, dans le montage de voitures, de batteries électriques aussi en Serbie, mais aussi projet de construction d'une usine en Bulgarie, etc. Donc finalement, une tendance à entrer sur ces marchés, mais en prenant un peu ce qui reste, et finalement en poussant des entreprises chinoises à s'investir. Un dernier point assez intéressant concernant cette présence chinoise, ça peut être l'influence. Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'il y a une recherche d'influence? Alors, elle existe, on l'a vu récemment, mais avec une ambiguïté, puisque ce qui va être extrêmement important, et je ne veux pas venir sur ce que dira Katia tout à l'heure, mais c'est évident que ce qui intéresse d'abord la Chine, c'est un accord entre la Chine et l'Union européenne, qui a du mal à se faire, etc. Mais c'est évident qu'en étant présent dans ces pays, en faisant un saupoudrage, à travers différents investissements, on gagne de l'influence. Et on l'a vu récemment avec le vote, par exemple, de la Grèce, mais aussi de la Hongrie, sur des questions autour des droits de l'homme à l'ONU. La Hongrie était le seul pays de l'Union, et la Grèce a refusé de voter contre une condamnation donc, de la Chine autour des droits de l'homme. Donc ça veut dire qu'on se paye de l'influence. Donc ça peut avoir un impact. Bon, mais il faudrait être beaucoup plus, avoir plus d'informations là-dessus. Alors c'est quand même assez intéressant, bon, je vais terminer très rapidement, c'est de voir que, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure un des orateurs, c'est que, en fait, on se rend compte qu'il y a une présence chinoise dans cette région, mais qui reste assez modeste. Alors ça, c'est un des grands problèmes de la présence chinoise dans cette région, mais ça peut être aussi dans d'autres cas. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que on se rend compte que on se rend compte que l'investissement chinois dans la région est saupoudré en fin de compte. On va avoir. Il faut reprendre la présentation. Celui-là, oui. Ah, voilà. Cliquez dessus. Voilà. Et là, pardon. Il y a F5. Voilà, alors on va se rendre compte que finalement, il va y avoir du saupoudrage. Alors ici, le tableau est assez intéressant parce qu'il nous montre quoi? Il nous montre ici que finalement, la Chine va être, les 16, c'est ça, va être présente dans les pays qui vont avoir le revenu par tête le plus bas.
Donc, alors c'est une contradiction. Alors que, ce qui est assez intéressant, un autre tableau, c'est de voir que l'Europe de l'Ouest reste la cible préférée des Chinois en termes d'investissement, puisque la plus grande partie des investissements étrangers qui sont faits par la Chine en Europe portent sur l'Europe des 15, et parmi l'Europe des 15, ce qu'on appelle les trois grands, qui vont être l'Angleterre, l'Allemagne et la France. D'accord ? Donc on voit bien l'importance relative de la France et la part extrêmement bas que va occuper la Chine. C'est pour ça que c'est assez intéressant de raisonner à la fois en pourcentage, mais aussi en volume. Et on se rend compte aussi que finalement, même en Europe de l'Est, notamment parmi les nouveaux pays membres, quand on met les Balkans en dehors, que l'investissement chinois est beaucoup plus faible que l'investissement coréen et chinois. Donc la Chine arrive après, en fin de compte, à travers ces autres pays. Et qu'enfin, cet investissement s'inscrit, et ça c'est un peu normal, va s'implanter d'abord dans les pays qui seront les plus industrialisés de la région, ou les plus importants, comme la Pologne et la Tchéquie et la Slovaquie, et beaucoup moins dans les autres pays. Voilà. Alors, dernier point peut-être, c'est celui-ci, qui nous montre que, finalement, la région favorite, enfin, disons favorisée de la route, cette partie de la route, va être relativement faible, puisque on voit que l'investissement chinois en Europe centrale, c'est cette partie du camembert qui représente l'investissement européen dans la région, et c'est relativement faible, etc. Alors donc, on voit un peu le paradoxe, et je vais m'arrêter avec ça, c'est-à-dire qu'on voit, j'ai choisi le cas de cette partie de la voie, de cette route. Alors on aurait pu prendre une autre, mais bien sûr, si on s'intéressait à l'Europe, l'Asie centrale, on aurait des chiffres tout à fait différents. Mais on voit cette stratégie différenciée de la Chine qui consiste à entrer dans une région, à opérer du saupoudrage, à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme business, et finalement en se servant de ces infrastructures qui sont créées. Alors, avec pas nécessairement une cohérence entre les trois, je peux dire par là qu'il n'y a pas de cohérence dans la mesure où finalement on peut avoir en parallèle des actions qui sont menées par différentes parties, différentes composantes de cette économie chinoise, qui vont être les investisseurs dans les infrastructures, qui vont être les commerçants qui vont investir dans certains secteurs, qui vont être les financiers, etc. Donc, néanmoins, ça se traduit par une présence croissante de la Chine dans la région. Voilà. Merci. Est-ce qu'on tire des questions? Oui, oui. Est-ce qu'on attend les trois orateurs de poser des questions après, ou bien est-ce que vous préférez peut-être que c'est mieux de faire les trois, et oui. Comme ça il y aura une réponse sur le même sujet, mais cette fois-ci par rapport à l'Afrique. Et je propose qu'après on globalise les questions sur les trois continents. J'ai cédé aussi à la manie ou à l'habitude de la présentation, mais vous voyez que j'annonce immédiatement que je vais essayer de limiter le défilé des diapositives, puisque ce sera une présentation en 3 diapositives. Pardon, 4, parce qu'il y avait la première de présentation. Et je ne sais pas ce que c'est qui apparaît ici. Donc la première diapositive, c'est une diapositive qui va nous permettre de montrer l'évolution des relations que la Chine entretient avec les pays africains. Et donc j'ai pris 3 indicateurs.
Le premier indicateur, c'est celui qui est illustré à travers la zone bleue là, qui est l'évolution du nombre de reconnaissances diplomatiques de la Chine par les pays africains. Et donc, vous voyez que les reconnaissances vont effectivement commencer à partir de 1955, c'est-à-dire à partir du moment où, après exactement, la conférence de Bandung. Vous allez donc avoir une certaine progression qui va stagner au moment, disons pour simplifier, de la révolution culturelle et qui vont reprendre à partir du moment où la Chine sera effectivement admise à l'ONU et au Conseil de sécurité de l'ONU, et la progression va continuer à être relativement exponentielle. Bien entendu, maintenant elle se tasse puisque le nombre de candidats africains à la reconnaissance de la Chine diminue au fur et à mesure que les années passent, et aujourd'hui il n'en reste plus que deux, à savoir le Burkina Faso et le Swaziland. Alors ça c'est déjà assez... La première chose intéressante qui apparaît à travers ce graphique, c'est que ça remet en cause indirectement une présentation qui est faite souvent par la Chine, qui est de dire que c'est grâce aux pays africains qu'elle a été effectivement, qu'elle a eu la possibilité de récupérer un poste, une place à l'ONU. Vous voyez ici que vous avez qu'une petite minorité de pays africains qui à ce moment-là avaient effectivement reconnu la Chine, et en fait vous aviez une grande majorité de pays africains qui se sont même présentés contre l'entrée de la Chine à l'ONU. Mais le discours qui a été construit par la suite a été de dire que c'est grâce aux pays africains que la Chine se trouve là. Et effectivement, il y a eu des amitiés indéfectibles, que ce soit le Mali, la Guinée, etc., du côté francophone. Mais c'était aussi du côté francophone que vous aviez les pays les plus hostiles à l'entrée de la Chine à l'ONU. Donc, vous avez cette première courbe avec, dirons-nous ici, une saturation. Et puis, vous avez une seconde ici, zone, qui est la zone ici, du nombre de traités bilatéraux d'investissement qui ont pu être signés par la Chine et des pays africains. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'on est en train de créer un cadre très strict, très réglementé par les investissements. Non, c'est quelque chose qui relève du protocole d'accord, à savoir, si vous venez, vous serez bien accueilli, si je vais chez vous, je serai bien accueilli. Donc c'est simplement une façon de sceller une relation, mais d'avoir déplacé la relation du côté strictement politique au côté plus économique. C'est-à-dire que c'est la période qui va être une période où on va mettre l'accent sur les relations économiques. Et vous voyez que cette période commence à partir de 1989 et surtout va avoir une accélération à partir de 1996 qui correspond au grand voyage qui avait été entrepris par Jiang Zemin en Afrique. Et c'est la période également où commence à s'élaborer toute la stratégie qui est souvent traduite par Go Global, c'est en fait de sortie du territoire des entreprises chinoises. Et c'est à partir de ce voyage en 1996 en Afrique qu'elle a commencé à être mise en place. Et vous voyez qu'à partir de 1996, vous allez avoir une augmentation relativement rapide du nombre de traités d'investissement bilatéraux qui ont été signés. L'autre date qui apparaît ici, c'est la date de ce que j'ai qui est la date de 2003, sur laquelle je vais revenir à travers le troisième courbe, qui est la courbe rouge, là, qui dessine l'évolution du volume du commerce. Et quand je dis volume du commerce, c'est l'addition à la fois des exportations et des importations. Et vous voyez donc que ce commerce, pratiquement de 1949 à 1989, et c'est un encéphalogramme quasiment plat, et c'est effectivement, si vous voulez, le décollage qui apparaît à la fin des années 80 qui va marquer le début du basculement et souligner ce que je vous disais antérieurement, qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans une seconde période où les relations économiques vont devenir plus importantes que les relations politiques. Et vous avez donc accélération à partir de 1996, de nouveau accélération qui se manifeste à partir de 2003, qui est une date clé dans l'histoire récente dans la Chine, puisque ça correspond au moment où la Chine met en place un certain nombre de réformes, que ce soit des réformes institutionnelles, qui vont être entre autres la consolidation du ministère du Commerce, sur lequel je vais revenir tout de suite après. C'est le moment aussi où on met en place des réformes qui concernent, dirons-nous, la collecte de données statistiques, et c'est en 2003 que ces données statistiques vont commencer à pouvoir donner des informations sur les investissements que la Chine réalise à l'étranger, alors que jusqu'à présent, ces statistiques n'existaient pas. Donc vous avez ici tout un certain nombre d'éléments qui balisent la vie. 1996, on envisage de sortir. 2003, on a pris la décision et on met les éléments en place.
Et vous allez donc avoir cette courbe qui va progresser. Bon, là, ici, vous avez un accident qui va correspondre à 2008, on en a parlé tout à l'heure. Ça reprend très rapidement et vous avez ce pic de 2012. Et le pic de 2012, vous avez une inversion, ça correspond à la chute des cours des matières premières et en même temps au ralentissement de l'économie mondiale, ce qui fait que les échanges avec l'Afrique ont commencé à diminuer à partir de ce moment-là. Donc vous voyez ici que vous avez très réellement un basculement du politique à l'économique. C'est pourquoi je me suis permis d'appeler ça de l'esprit de Bandung à l'esprit du capitalisme, puisque l'accent n'est plus le même. Donc ça, c'est la première diapositive. Oui. L'axe gauche et l'axe droit. Alors, je me suis trompé. Donc, là, c'est le nombre. Le nombre, hein, et là, sur l'axe droit, ce sont des milliards de dollars. Hein. Oui, parce que je ne peux pas les mettre. Donc, je passe à la diapositive suivante. La diapositive suivante ramène sur, comme une suite à l'exposé que venait faire Xavier Richer, puisque je vais aussi évoquer le problème des routes de la soie. Alors, je vous ai dit que 2003, c'était l'année où vous avez une réforme institutionnelle, et cette réforme institutionnelle avait consisté à renforcer le pouvoir du ministère du Commerce, c'est-à-dire qu'il assurait à la fois des fonctions de gestion du commerce intérieur, mais aussi les fonctions du commerce extérieur. Il gérait les deux. Donc vous aviez de ce fait une liaison qui se faisait institutionnellement entre la commercialisation des produits à l'intérieur et la commercialisation des produits à l'extérieur. Mais en même temps qu'on construisait ce commerce, ce ministère du Commerce très puissant, il arrivait en opposition directe avec le ministère des Affaires étrangères. Et là encore, c'est une illustration de ce basculement d'un pays qui avait d'abord des relations politiques à un pays qui va mettre l'accent de plus en plus vers des relations économiques. Et la façon dont les pays africains abordent la question des routes de la soie, elle doit être analysée par rapport au rôle de ces deux ministères, ministère du Commerce et ministère des Affaires étrangères. Alors le ministère du Commerce, c'est très simple. Pour lui, le problème, c'est de vendre. Et donc, le marché important, c'est l'Europe. Le marché africain, c'est 3% du commerce mondial. Bon. Donc, si vous voulez, ça ne représente pas grand-chose. C'est 4% des conteneurs qui arrivent dans les ports. Donc, le commerce africain, ce n'est pas quelque chose de concept, ce n'est pas un objectif en tant que tel. En revanche, l'Europe est un objectif en tant que tel. Et si vous regardez les routes de la soie maritime et les routes de la soie terrestre, le débouché qui est le leur, c'est effectivement le marché européen. Alors, dans les pays qui sont listés comme étant les pays dans lesquels la Chine investit au titre des routes de la soie, vous avez l'Égypte. C'est le seul pays que nous classons parmi les pays africains. Mais ce n'est pas l'Égypte comme pays africain qui vise, c'est comme Égypte, point de passage ou terminal du canal de Suez, avec le port d'Alexandria, entre autres, le port de Saïd, qui sont des ports de conteneurs, de transportement de conteneurs à destination du nord de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, ce rôle de l'Égypte ne doit pas être analysé comme étant un pays africain dans ce cas-là, mais comme étant un lieu qui conduit vers l'Europe. Et toute la structure de la route maritime de la soie, le passage vers le Pirée, le passage vers tous les autres ports, ce sont des passages qui se sont destinés pour des produits qui vont être transportés et qui vont être déchargés à destination de l'Europe. Donc le ministère du Commerce, lui, c'est l'accent qu'il met. En revanche, le ministère des Affaires étrangères, lui, l'accent va être un accent politique. Et en ce sens, son objectif va être, dirons-nous, d'essayer d'inclure tout le monde. Et donc, vous allez avoir effectivement un discours qui va inclure un certain nombre de pays africains, dont, entre autres récemment, le Maroc. Mais ce que vous regardez bien ce qui s'est passé à propos du Maroc, regardez de nouveau et reprenez le point de départ que j'évoquais tout de suite, à savoir le port de Port Saïd, Alexandria en Égypte. Avec Tanger, vous avez le même phénomène. Le port de Tanger n'est pas un port qui ouvre vers l'Afrique, c'est un port qui permet d'ouvrir vers l'Europe, transbordement vers l'Europe. Et ça, si vous pouvez donner un exemple, un des sous-traitants que Peugeot a amené avec lui avant même d'arriver au Maroc, qui fabrique des climatiseurs, il a profité de son arrivée au Maroc pour exporter des climatiseurs vers Valence pour
équipés, les Ford qui sont fabriqués à Valence. Donc, si vous voulez, vous avez ici un écosystème qui est d'abord et prioritairement tourné vers l'Europe, si on a bien qu'on ait en plus l'espoir de pouvoir le tourner vers l'Afrique. Mais ici, nous sommes sur une route vers l'Europe. Ou si ce n'est pas une route vers l'Europe, c'était avant l'ouverture du deuxième canal de Panama, une route vers les États-Unis aussi. Donc, si vous voulez, l'objectif qui pouvait être visé par le ministère des Affaires étrangères en acceptant de signer un document dans lequel il reconnaissait que le Maroc était le premier pays arabe du nord de l'Afrique à faire partie des routes de la soie, c'était un objectif politique, c'était une façon de signaler, dirons-nous, des relations peut-être privilégiées, et surtout c'était une façon de donner aux Marocains un élément à mettre en valeur vis-à-vis de ses propres, des Marocains eux-mêmes, et montrer que le Maroc prenait, enfin, reconstruire le soft power marocain dans les yeux de sa propre population. Donc vous avez ici deux approches qui s'opposent. Mais la carte que je vous donne là, ce n'est pas les cartes que vous ont présentées tout de suite, ce n'est pas d'abord la carte de la route maritime, ce n'est pas d'abord la carte de la route terrestre, c'est la carte de la route électronique des routes de la soie. Et ceci, vous allez le voir par rapport à un certain nombre d'éléments qui apparaissent ici. D'abord, physiquement, c'est une des rares cartes sur laquelle vous voyez la ville de Lomé comme étant un débouché des routes de la soie. Et c'est une carte qui met en valeur 3 points, qui sont d'abord Hong Kong, ensuite Sri Lanka, le port à Colombo, et Djibouti. Et pourquoi donc route de la soie? Alors là, vous avez ici toute une série de points, hein, qui sont des points qui sont gérés par un consortium chinois dans lequel se trouve la China Merchants, qui est une grande entreprise installée à Hong Kong qui a été recréée en 1979. Hein, c'est tout un ensemble global d'entreprises intégrées. Vous avez une banque, vous avez toute une série d'entreprises dans différents secteurs, et vous avez surtout l'opérateur portuaire, China Merchants Ports, hein, qui est installé dans ces différents ports. Et dans le cas de Djibouti, donc il se trouve ici, vous avez, mais c'est le cas aussi à Sri Lanka, hein, vous avez une alliance qui s'est établie avec une entreprise qui s'appelle IZP. Cette entreprise IZP, c'est une entreprise de construction récente, créée en 2008, et qui est sous la tutelle de la Commission pour la réforme et le développement de l'économie chinoise. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui a été créée du fait de la volonté du gouvernement chinois. Cette entreprise IZP, c'est une entreprise qui est spécialisée dans toutes les nouvelles technologies. Et c'est une entreprise qui a un certain nombre de succursales, principalement deux. Une succursale qui s'appelle Global Bill, qui gère les paiements électroniques internationaux, et également une troisième succursale qui s'appelle IBS, qui gère, qui est une chambre de compensation et qui résulte de signatures que peut avoir IZP avec des banques centrales un peu partout. Donc vous avez ici un ensemble. Vous avez China Merchants, qui assure le transport, qui assure la logistique, qui assure les financements, tout ça intégré, auquel on ajoute maintenant en plus tout ce qui relève des fintech. Et donc si vous analysez le processus et que vous comparez la situation de China Merchants avec la situation par exemple de Costco, qui lui aussi a transport, qui lui aussi a logistique, qui lui est en train de mettre en place ce qu'il n'avait pas, les financements, vous avez ici un élément supplémentaire. Un élément supplémentaire qui assure une intégration telle que vous allez pouvoir avoir une réduction des coûts considérables. Parce que le bénéfice ne va pas être prélevé au niveau de chacune des opérations, mais va être prélevé au final. C'est-à-dire que le prix qui est présenté au client, ce sera le prix de l'addition de tous ces services avant qu'ils prennent effectivement le bénéfice, c'est-à-dire au niveau du paiement. Et donc ça, cette opération qui est déjà mise en place à ces trois niveaux-là, elle est en train de s'étendre progressivement, et vous voyez que l'on a choisi Lomé, à l'ouest, comme l'équivalent de Djibouti.
Et vous les trouvez ici déjà à Tanger, vous le trouvez à Casablanca, vous le trouvez au Pirée, vous le trouvez là, je ne sais pas, je ne me souviens plus quel est le port exact ici, hein, et vous le trouvez ici également toute une série de ports, hein, donc Anvers, Rotterdam, etc. Donc, tous ces procédés sont en train de se mettre en place également selon toutes les autres voies. Donc vous avez ici une troisième voie, une troisième route de la soie, hein, qui est une route de la soie qui est à un niveau supérieur de développement stratégique, qui va utiliser les techniques les plus modernes, les techniques des fintech, qui est quelque chose sur laquelle, dans un domaine dans lequel la Chine peut être compétitive, parce que c'est un domaine dans lequel tout le monde part de zéro. Lorsqu'on est dans le secteur automobile, ce n'est pas le cas. La Chine ne part, et part derrière. Lorsque vous prenez, je veux dire, les secteurs électroniques, la Chine part de derrière. Hein. Là, elle part au même niveau. Et même, je dirais qu'elle peut prendre plus facilement de l'avance, dans la mesure où elle ne dispose pas des mêmes structures de paiement, elle n'est pas encombrée par le fait qu'elle doit se séparer d'anciennes structures de paiement. Et donc, vous avez ici des systèmes intégrés qui n'ont pratiquement pas d'autres correspondants. J'ajouterais que China Merchants, de surcroît, une partie de son trafic, hein, n'est pas gérée par elle-même, mais est gérée par Maersk. Je ne sais pas si vous dites ce que c'est que Maersk. Maersk, c'est le premier transporteur. Et c'est le premier opérateur portuaire également sur la planète. Or, le travail mené par China Merchants consiste à s'associer en permanence avec des succursales ou avec des filiales de Maersk ou de l'opérateur portuaire qui dépend de Maersk. Et ça, vous le notez à travers précisément également la correspondance, le recouvrement par les deux. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut plus simplement parler des routes terrestres de la soie par rapport aux routes maritimes, routes terrestres, mais aussi par rapport aux routes électroniques. Et vous voyez que c'est à ce moment-là, c'est un cas où vous avez une récupération qui se fait du territoire africain, qui sans ça est apparemment exclu dès lors que l'on regarde à travers la route maritime ou les routes terrestres. Donc ça, c'est la seconde chose que je voulais voir. S'il vous plaît. Oui. Les deux autres ports de l'Afrique de l'Est, là, alors là, vous pouvez les nommer. Là, vous avez c'est de Kenya, et là, je ne me souviens plus du nom du port. Hein. Peut-être Dar es Salaam. Dar es Salaam, oui, sans doute, oui. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'ils ont juste des bureaux qui sont ouverts à ces endroits-là. Hein. Pour eux, le port principal, ça reste de Djibouti. Et vous voyez ici que vous avez la sphère d'influence Djibouti. C'est Djibouti qui va gérer la région orientale de l'Afrique. Hein. De même que pour la partie de l'Asie ici, c'est à partir du Sri Lanka. Alors maintenant, le troisième diapositive que je voulais montrer, c'est celle qui va vous permettre d'illustrer le poids des échanges économiques que la Chine entretient avec l'Afrique. Je vous ai mis 3 éléments hein, pour vous donner un ordre de grandeur des interventions ou de l'activité de la Chine en fait. Dans la partie en haut, hein, dans la partie positive du graphique, vous avez ce que je rappellerai les flux rentrants en Afrique. Dans la partie négative, vous avez les flux qui sortiraient de l'Afrique. La partie rouge, j'ai mis là, bien que ça ne soit pas comparable, mais parce qu'il y a une confusion qui s'établit, les flux d'investissement en Afrique. L'image que l'on a de manière générale est de considérer que la présence chinoise en Afrique se manifeste par les investissements chinois en Afrique. Or, ce que je vais vous montrer là, c'est que les investissements chinois en Afrique, c'est quelque chose qui est relativement minime. Le chiffre de 2016 des flux financiers, ça correspond à 2,4 milliards de dollars. Ça vous dit absolument rien. Si je vous dis que c'est beaucoup, vous direz oui monsieur. Si je vous dis que c'est pas beaucoup, là vous avez commencé à me dire c'est bizarre, c'est pas ce qu'on dit. Bon. Alors pour bien vous montrer ce que quoi représente 2,4 milliards, je vais vous dire de penser à ce qui s'est passé avec Ford au Mexique. Ford a voulu investir au Mexique dans une unité de production et il a été obligé de faire marche arrière parce que Trump est intervenu. Ford voulait investir dans une unité de production, dans un seul pays,
les 2/3 de ce que la même année la Chine allait investir dans 54 pays africains. Donc vous avez une mesure là de l'investissement effectif que la Chine peut effectivement réaliser en Afrique. Hein, donc la question que nous devons nous poser, c'est que si on met en perspective le chiffre d'investissement, de flux d'investissement chinois en Afrique, et que l'on arrive à montrer que ça correspond à quelque chose de relativement faible, c'est pourquoi avons-nous le sentiment que l'investissement serait très important. Alors, nous avons ce sentiment parce qu'il y a une confusion qui s'établit de façon très régulière entre prestation de services et financement et investissement. Vous lirez très régulièrement que la Chine investit en infrastructure en Afrique. Or, la Chine n'investit pas en infrastructure. Ce sont les gouvernements locaux qui investissent en infrastructure et qui ont recours aux prestations de services chinoises, prestations de services qui peuvent être de la construction et ou bien du financement. Donc vous avez donc une participation active, visible, importante, mais ce n'est pas l'investisseur, n'est pas la Chine, l'investisseur et le pays africain lui-même. Cet élément est excessivement important parce que dans le cas de l'investissement, vous avez un flux qui rentre. Dans le cas d'une prestation de service ou du remboursement d'un prêt, vous avez un flux qui sort. Donc si vous dites que la Chine investit dans une route, vous confondez un flux qui rentre avec un flux qui sort. Donc vous inversez le sens de l'analyse. Donc ça c'est la chose, donc il devient important de refixer les choses. Et dans ce tableau, là, la partie verte, ce sont les prestations de services qui ont été achevées une année donnée. Et pour 2016, les prestations de services, leur montant a été 25 fois supérieur au flux d'investissement de la même année. Alors là, je n'ai pas dit à quel moment cette somme de 53 milliards allait effectivement être payée. Parce qu'elle peut être payée immédiatement. C'est ce qui se passe pour certains pays qui ont des rentes pétrolières, qui règlent immédiatement. Il y a d'autres pays qui ont recours à des prêts auprès de l'Exim-Bank, par exemple, et qui étalent le paiement sur 10, 15 ou 25 ans. Donc ce chiffre-là, c'est simplement le chiffre de la somme que l'Afrique aura à payer ou a à payer fin 2016, 53 milliards. Et j'ai également ajouté à ça, c'est le déficit de la balance commerciale. Alors, l'Afrique n'a pas toujours été en déficit de sa balance commerciale, elle a commencé réellement à être en déficit grave, c'est à partir du moment où vous avez un renversement de tendance et la chute des cours des matières premières. Et cela, si vous voulez, ça correspond aux dernières années, essentiellement, et là, ça correspond à 93 milliards. C'est-à-dire qu'en fin 2016, la Chine se voit devoir, l'Afrique se voit devoir 53 milliards de dollars au titre des prestations de services, plus 93 milliards de dollars au titre de la balance commerciale. Si j'assomme les deux, ça fait une sacrée somme, et ça va correspondre à un chiffre de 6,5% du PIB africain, c'est-à-dire de la richesse créée la même année. Et vous voyez que ce chiffre qui est illustré par cette courbe-là est parti de 0,7% en 2003. Je reprends 2003 puisque ça correspond à cette année significative à la fois pour l'économie chinoise mais aussi pour l'économie africaine, et ce chiffre n'a pas cessé d'augmenter. Alors là où le problème qui se pose à partir du moment où on constate que les échanges, d'une part il y a une première conclusion, c'est que l'Afrique n'est pas un lieu où la Chine s'installe. C'est un lieu où elle vient vendre. L'Afrique n'est pas un partenaire, l'Afrique c'est un client. On lui vend. C'est un élément qui, dirons-nous, a une influence considérable dans la façon dont on doit voir les rapports. Si vous aviez des investisseurs, vous en avez évidemment quelques-uns, mais ça veut dire en fait une entreprise qui a une vision à long terme, d'un compagnonnage avec un pays donné. Lorsque vous avez affaire à un client,
Et bien aujourd'hui, vous pouvez lui vendre beaucoup, et demain, ce n'est pas à lui que vous vendrez beaucoup. Vous pouvez en changer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flexible, éventuellement beaucoup plus volatile. Donc, c'est un marché. Donc, on va traiter la Chine comme un marché, l'Afrique comme un marché. Et on en revient à ma diapositive précédente. Ce qui est important à ce moment-là, quand on a un marché, c'est effectivement de s'assurer tous les moyens de paiement, de l'organisation du paiement, de la surveillance du paiement. Donc, encore de nouveau, le fait d'avoir un système à soi que l'on va pouvoir contrôler et pour pouvoir s'assurer, in fine, qu'on aura le paiement et pour pouvoir conserver ce marché. L'autre question qui se pose par rapport à ce chiffre, à ce prélèvement de 6,5% du PIB, c'est est-ce qu'il sert au développement? Si effectivement, ces prestations de services, si effectivement, ces achats de produits manufacturés permettent aux pays africains de générer les sommes qui vont permettre de rembourser ces dettes, alors à ce moment-là, c'est gagnant. Mais inversement, si les pays africains n'arrivent pas à générer les moyens de rembourser la dette qu'ils créent, là, on se trouve dans une situation qui est très délicate. Alors ça, on a vu récemment quand même déjà plusieurs pays africains auxquels la Chine a remis en partie de ses dettes. Djibouti, dont je parlais tout à l'heure, au mois de novembre, le président de Djibouti est allé en Chine pour demander la remise de ses dettes. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce que l'on sait, c'est que, alors qu'ils avaient suspendu leur paiement d'un certain nombre de contrats, les Djiboutiens ont recommencé à les payer au mois de janvier. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu un accord qui a été passé, mais on ne sait pas lequel. Alors, on se trouve dans la situation, ça renforce l'idée que le rapport que la Chine va entretenir avec l'Afrique aujourd'hui, c'est un rapport, dirons-nous, de client à fournisseur, hein, et que l'Afrique, pour revenir à une chose que disait tout à l'heure Xavier, hein, va servir d'endroit où il va avoir des coûts non récupérables, mais par contre qui va générer une activité telle en Chine que ça vaut le coup d'avoir ces coûts et d'avoir à remettre les dettes à un certain nombre de pays africains. Donc on en sort ici toujours avec une interrogation, l'interrogation qu'on avait au départ, à savoir dans quelle mesure la présence chinoise en Afrique va permettre effectivement au gouvernement africain de mettre en place des stratégies de développement, dans quelle mesure ces pays africains vont être à même d'instrumentaliser la présence chinoise pour servir leur développement. Merci. Merci beaucoup. C'est très clair. Madame Banik, on enchaîne sur l'Europe. Oui. Attacher la tête, ouais. Allez. J'ai toujours un peu de problème avec le français, là. L'ordinateur est français. Bon, d'abord, merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Même il fait très froid. Je suis vraiment très heureuse. J'ai deux mises en garde, donc je suis allemande. Donc si je cherche mes mots, si je me mets les pattes avec l'anglais, l'allemand, français, aidez-moi s'il vous plaît. Donc cette présentation c'est en anglais, mais ça sera plus facile pour moi, mais je vous parle en français. Bon, alors tout d'abord, je me présente, donc je suis Katia Banik, je travaille dans un grand cabinet de consultation chez PricewaterhouseCoopers, donc je suis dans l'expertise chinoise là-bas, dans la China Business Group, et je suis rédactrice en chef de notre magazine client China Compass.
Et j'ai passé quelques années en Chine. C'était avant d'être chez PricewaterhouseCoopers, je travaillais dans une société logistique. Donc j'ai travaillé à Hong Kong et à Shanghai. Et encore donc une deuxième mise en garde, tout ce que je dis maintenant, c'est mon opinion personnelle et pas forcément l'opinion de mon employeur. Ça aussi, c'est toujours très important pour le dire. Donc, voilà. Donc, je vais juste très vite vous donner mes réflexions sur notre monde globalisé. Je suis en fait très détendue parce qu'en fait, on vit dans ce monde globalisé et peu importe ce qui se passe, donc il faut vivre avec. Peut-être je suis aussi très détendue parce que vous savez, en tant qu'Allemande, depuis je ne sais pas combien de jours, on a enfin maintenant constitué un gouvernement. C'est pas sûr, il faut c'est pas encore sûr. La Belgique a survécu pratiquement rien. Hein. Voilà, c'est ça. Donc tout s'est quand même passé super bien. On fait le gouvernement. Tout marche apparemment. Alors, je ne sais pas si je dois pleurer ou rigoler, je ne sais pas, on va voir. On va commencer par rigoler, on verra. Voilà, c'est ça. Donc, je suis très détendue parce qu'en fait, on vit dans ce monde globalisé et cette globalisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé, on a eu toujours des échanges. Donc, on avait toujours eu des transports, des marchandises, la communication, les hommes. En fait, ce qui est en fait nouveau et ce dynamisme qu'on a en ce moment, et en fait aussi cette interdépendance. On est de plus en plus liés. Donc, tous les États sont liés et toute décision politique qui est prise ou qui n'est pas prise va avoir des effets sur les autres pays. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est ça ce qui rend notre vie peut-être un peu plus difficile et ce qui peut-être empêche certaines classes politiques, les hommes politiques, à prendre des décisions de peur, ce que ça va avoir comme effet sur les autres pays. Donc, vous voyez, je vois ça tout à fait normalement. Donc, je voudrais juste parler donc, très vite de la nouvelle route de la soie, que je pense que c'est un concept chinois et purement chinois, donc c'est China First. Et après, je vais revenir sur l'Europe et la Chine. Et là, j'ai un peu regardé la visite de Macron. Et puis je regardais un peu ce qu'il a marqué, ce qu'il a émis sur Twitter. Donc votre président, il est très fort en communication, vraiment chapeau. Tout est en fait calculé. Donc j'ai un peu analysé ça. Et puis à la fin, j'ai encore réfléchi un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle route de la soie? Est-ce que ce n'est pas le début d'un nouveau ordre mondial? Voilà. On a tendance, à mon avis, de toujours parler des différents scénarios et de les voir si ce sont des conflits entre les différents scénarios. Mais à mon avis, en fait, tout est vrai. Il y a dans ce monde globalisé, il y a plusieurs réponses et plusieurs vérités. En fait, tout dépend du pays et de ce bagage culturel qu'on a. Donc on peut s'ouvrir, mais on peut aussi se fermer. C'est notre droit. Donc, quand on voit maintenant avec Trump, avec l'arrivée de Trump, donc avec cette rule breaker, comme on dit, donc cette America First, on a en fait tout dit, oh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien, c'est contre ce monde globalisé. À mon avis, c'est une réponse. C'est une réponse à garder ou à protéger ses propres intérêts. Et la même chose, c'est en fait avec la Chine, cette nouvelle route de la soie, c'est aussi China First. Mais sauf que la Chine a tendance d'exprimer ça un peu plus élégant. Trump, c'est un Américain, donc il est très direct. Et la Chine, en fait, c'est quelque chose. La Chine poursuit avec cette nouvelle route de la soie, cette rêve chinoise. Donc c'est pas quelque chose de maintenant bienfaisant pour nous, mais c'est en fait c'est pour la Chine.
Et tout ce qui nous amène toujours à l'Europe, et l'Europe est toujours en train de dire qu'est-ce que va maintenant l'Europe faire. Et l'Europe est de plus en plus forcée vraiment de faire une stratégie commune face à ce monde globalisé, surtout face à la Chine aussi. Donc, quand on voit maintenant notre monde globalisé, aussi ce que peut-être pose de plus en plus de problèmes qu'en fait avec notre système de communication, avec l'Internet, on sait exactement où sont les gagnants et où sont les perdants. Et ça provoque des mécontentements et aussi certaines réticences envers la classe politique, le système démocratique est de plus en plus mis en question. Donc il faut vraiment trouver des réponses à une population qui est de plus en plus, qui sait de plus en plus ce qui se passe dans notre monde. C'est donc de plus en plus de transparence. On a aussi de plus en plus de compétition au niveau des ressources naturelles, avec l'augmentation de notre population, et on voit aussi que nos institutions, qui sont tous donc issues après la Seconde Guerre mondiale, sont un peu dépassées de nos événements, et qui doivent aussi trouver d'autres solutions à ce monde qui se présente maintenant de plus en plus multipolaire et avec des acteurs aussi qui sont différents. Ça aussi, j'aimerais bien revenir aux acteurs. On va toujours avoir des acteurs dans des nations qui vont, alors les pays qui sont issus de l'ordre de Westphalie, mais on a aussi des forces transnationales qui sont issues de ces mouvements qui sont globalisés. Donc, alors, pour la première partie, donc, je veux juste revenir très vite aux nouvelles routes de la soie, que je trouve aussi, c'est sûr, c'est très intéressant au niveau économique, mais pour moi, c'est un super instrument de marketing et de management. Que la Chine réussit très bien d'un côté aussi de faire parler d'elle-même au niveau de la presse internationale, mais aussi de gérer son propre pays. En fait, j'ai l'impression que la Chine, ou ce gouvernement chinois, ou le Parti communiste, gère son propre pays comme une entreprise. Donc, à mon avis, c'est très intéressant parce qu'en fait, ils sont obligés, la Chine est obligée de donner à la population une nouvelle vision, une idéologie pour ne pas contester ce système à parti unique. C'est à cause de ça qu'ils ont maintenant trouvé, à mon avis, une nouvelle vision, une nouvelle idéologie qui va rassembler tous ces Chinois autour de cette gigantesque initiative de cette nouvelle route de la soie qui va rendre tous les Chinois très très fiers. En même temps, la Chine a établi, à mon avis, aussi une nouvelle stratégie de sécurité. Elle lie maintenant des intérêts militaires et des intérêts civils. Parce qu'avec cette nouvelle route de la soie, il ne faut pas oublier aussi l'aspect militaire. Parce qu'avec la construction des ponts, des routes, ils vont être protégés parce qu'ils sont quand même dans ces régions qui sont quand même parfois un peu dangereux. Donc il faut protéger toutes ces constructions avec les militaires. Donc il y a aussi une expansion militaire qui va aussi se développer dans cette région Eurasie. À mon avis, c'est très bien fait parce qu'ils ne parlent plus maintenant de défense de leur pays ou de défense de leurs propres intérêts, mais ils parlent de sécurité. Donc, ils ont développé 11 secteurs de sécurité qui va donc militaire, économique, culturel, technologie, et tout ça est maintenant relié pour créer, qui va être à mon avis aussi bien encadré dans cette nouvelle route de la soie. Les perspectives, maintenant revenir aux perspectives,
donc d'un côté c'est un bon, c'est bien pour le marketing, mais à mon avis, je ne crois pas trop à ça. Ça veut dire que c'est sûr, c'est quelque chose qu'ils vont développer, mais peut-être seulement certaines parties. Mais je ne crois pas vraiment que vraiment cette nouvelle route va se faire. Et je me demande aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que vraiment l'Europe a vraiment besoin de ça? Est-ce que la Chine a vraiment besoin de ça? Oui, vraiment dans cette région Asie, mais est-ce que vraiment la Chine a vraiment besoin de cette nouvelle route de la soie? Donc j'ai des doutes sur la mise en œuvre de cette route de la soie. C'est à cause de ça peut-être que l'Europe était pendant très longtemps très silencieux. Parce que c'est un projet qui n'est pas tellement nouveau, mais maintenant on en parle depuis 1 an, 2 ans, on en parle, on va créer maintenant des institutions, des livres vont être publiés, et ça date depuis 2013, et ça fait longtemps, même en Allemagne, on n'a pas parlé très longtemps, parce qu'il y a vraiment des entreprises allemandes qui se sont bougées très tard. Peut-être, donc là, bon, c'est la seule route que je trouve aussi très intéressante parce que c'est une route qui va donc lier les ressources naturelles, donc elle va raccourcir le chemin de transport de l'Afrique directement à la Chine, donc ça c'est cette route qui va être très intéressant, qui à mon avis cette route principale pour la Chine. Et là je vois très mal aussi l'Europe vraiment être impliquée dans ce projet. Ouais, donc maintenant je vais revenir dans la deuxième partie, les relations l'Europe et la Chine. Donc c'est quelque chose aussi. Il faut être très détendu, ça date depuis très longtemps, on a des relations très longtemps avec la Chine. Ce qui peut-être les caractéristiques sont qu'il y a toujours la balance commerciale qui est déficitaire, quand on parle donc, sauf maintenant pour l'Allemagne, Finlande et Irlande, ce sont les seuls pays qui ont une balance commerciale excédentaire. Et aussi quand on voit les investissements directs, c'est une part qui reste toujours, c'est pas grand-chose. Donc quand on compare ça avec les autres investisseurs dans l'Union européenne, comme la France, les États-Unis, donc c'est très peu, mais on parle beaucoup. Donc ce que moi j'aimerais bien qu'on sorte un peu les émotions de cette relation Chine-Europe, qu'on traite la Chine comme un investisseur tout à fait normal, merci beaucoup. Donc c'est la Chine qui en fait c'est un investisseur comme Corée, Japon, donc il faut on peut sortir toutes ces émotions, il faut arrêter aussi d'avoir peur aussi de cette Chine, parce que c'est en fait c'est bien aussi qu'elle investit. Ce que donc il y a toujours les mêmes problèmes, donc c'est déficit et aussi l'ouverture du marché. Donc ça veut dire qu'il y a des pays européens qui s'ouvrent aux investissements chinois et d'un côté aussi, le marché chinois est fermé dans certains secteurs pour les entreprises européennes. C'est à cause de ça, il y a aussi un certain recul aussi des investissements des entreprises européennes en Chine, mais il y a d'autres pays de l'Europe qui s'ouvrent. Et ça, c'est toujours aussi comme le début des relations. Ce sont les pays qui sont au sud, au bord de l'Union européenne, et les pays de l'Est, donc de l'Europe de l'Est et centrale. Donc la Chine fait une négociation très bien, je trouve aussi, parce qu'elle va d'un côté jouer la carte avec Bruxelles,
Donc elle a des négociations avec Bruxelles. Après, elle fait des négociations bilatérales avec les différents États membres. Et puis après, elle a fait ce groupe 16+1. Et donc elle joue en fait tous ces atouts et elle évite, à mon avis aussi, d'avoir une Europe unie. Et ça c'est un peu dommage parce que c'est l'Europe qui n'a toujours pas trouvé une solution face à ce jeu de négociation de la Chine. Donc, mais en fait, l'Europe pourra avoir la chance maintenant, avec cette nouvelle route de la soie, quand même d'investir ou d'être partenaire dans certains projets. Ça veut dire que je vois l'Europe ou les grandes entreprises logistiques européennes en tant que partenaire dans certains projets de construction, ingénierie, dans l'achat. Je vois aussi des champs d'ouverture pour les entreprises européennes dans tout ce qui est gestion et facilité de port logistique. Et aussi, et là je parle en tant que consultante, aussi des consultations experts. Donc là je vois vraiment l'Europe vraiment de jouer une bonne carte, mais si l'Europe sera unie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire diviser par l'Europe de l'Ouest et après l'Europe centrale. Dans cette pensée, on peut regarder ce que Macron a fait. En fait, en Chine, pendant ces 3 jours, bon, c'était très court. Mais j'ai regardé un peu ce qu'il a mis sur Twitter, parce que je dis, moi, si, c'est ça en fait ce que les gens lisent, ce que vous devrez lire, ce que en fait Macron a fait. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait. Donc donc je suis en tant qu'Allemande, je suis désolée, normalement je ne devrais pas vous critiser, ou je ne devrais pas critiser votre président, mais je le fais quand même. Moi je ne veux pas critiser. Je veux dire tout d'abord, j'étais un peu déçue. Je dis, bon, c'était pas grand-chose. Il a en fait, les mots-clés étaient l'histoire, l'amitié, longtemps, on se connaît depuis longtemps. Il a en fait insisté sur les relations privilégiées France-Chine qui datent depuis longtemps. Il a insisté sur les atouts de la France, innovation. Et il a aussi, ce que moi je trouvais aussi bien, il a fait jouer aussi, il a dit qu'il était l'Européen qui était très fier aussi. Il a vraiment représenté l'Europe fort. Ce qui était bien aussi, parce que c'est en fait le premier, à mon avis, c'était le premier vraiment leader européen qui a vraiment salué très fort les nouvelles routes de la soie. Je ne suis pas trop sûre, mais à mon avis, c'était quelqu'un vraiment qui a vraiment dit, voilà, on est vraiment d'accord avec ça et on veut aussi travailler avec vous ensemble. Ce qui m'a étonnée, quand j'ai mis la première Francis Beck, Europe is Back, ça m'a un peu étonnée parce qu'en fait, je me suis dit, on n'était jamais parti. Donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Donc, il a en fait eu, ce que moi je peux dire aussi de la presse, il y avait une grande différence entre la presse allemande qui a couvert dans cette visite et la presse française. Il n'a pas eu trop de succès commercial, donc il n'a pas trop vendu d'avions, il n'a aucun avion, aucun Airbus. Il y avait 50 accords commerciaux, il n'y avait que 39 qui ont été signés, et la moitié de ces 39 étaient que des memorandum of understanding. Donc, au fond, il n'a pas vraiment réussi. Il n'a pas réussi, à mon avis, parce qu'il était encore trop jeune. Donc parfois, c'est pas bien d'être trop jeune. Parce qu'il n'a pas encore eu des relations avec la Chine. Quand on compare ça avec Merkel, qui était là depuis 10 fois déjà en Chine, Merkel a vendu la dernière fois 150 avions Airbus. Trump, qui était au mois de novembre en Chine, a vendu 300 avions. Donc il y avait donc Macron qui était un peu les mains vides. Donc il a vraiment joué cette carte amitié, histoire.
Donc il était très courtois. Et après, il était aussi très clair parce qu'il a toujours demandé aussi l'ouverture du marché chinois aux entreprises européennes. Ce qu'il a, à mon avis, il n'a pas bien fait, il a un peu joué une rivalité avec les États-Unis. Il a une fois dit, The Wind of Change, il y a d'autres qui construisent des murs. Donc il a fait allusion aux États-Unis et les autres font des moulins. Il a donc mis une rivalité entre l'Europe et les États-Unis. Et ça, c'est un peu, ça c'était pas, à mon avis, pas tellement bien, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que la Chine va toujours comparer avec les grandes puissances. Et une grande puissance, c'est ni l'Europe, ni la France, ni l'Allemagne. Donc la Chine va toujours se mettre sur le même niveau avec les États-Unis. Et ça, à mon avis,